Chez Paddock, en fait, la qualité, une infra de qualité, c'est une infra qui est ce qu'on appelle rose. Et en fait, rose, ça vient de résilient, de opérable, de sécurisé. Et le E, on n'a pas trouvé de. Ça pourrait être expérience de développeur, mais le plus parlant, c'est empowering. Et une fois qu'on avait ces gros concepts, c'était de se dire, dans chaque concept, comment, c'est quoi le critère. Et en fait, rose, maintenant, c'est 100 critères. Ça a été des, des heures et des heures de travail. Donc, je pense que premier truc, ce qui est important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui fasse une proposition. En fait, si tu te mets dans une salle et que tu te dises, c'est quoi la qualité? Franchement, tu vas perdre 3 heures parce qu'il y a des aficionados enfin, tu vois, de sujets différents. Donc moi, j'avais pris sur moi de me dire, je propose une V1. Faut mettre zéro émotion dans ta V1 parce que t'es sûr que ça va pas être la version finale, mais t'as un point de départ. Et il y a des gens qui vont te dire, ok, moi je trouve que, tu vois, typiquement, je pense que dans ma V1, il n'y avait pas de notion d'empowering, d'expérience de développeur. Ils vont me dire, attends, mais en fait, nous, enfin, si on a tout ça qui est bien, mais que typiquement la CI elle met 1 heure et demie à tourner, non, on fait pas de la qualité. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche des récits, des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Tu as un sujet que tu aimes bien qui est la qualité, et comment est-ce que tu permets aussi à tes équipes de faire de la qualité? Ouais. Déjà qu'on clarifie, qu'est-ce que tu entends par qualité? Qu'est-ce que tu mets derrière? C'est une super question, et avant de répondre, je vais te raconter une petite histoire, mais en fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet-là au sens systémique, tu vois, du terme. Je pense quand on était 35-40 chez Paddock. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser et je suis allée voir tous mes techs, enfin, un échantillon représentatif des techs de l'entreprise. Et je leur disais, comment tu sais que tu fais de la qualité? Et en fait, j'ai eu autant de réponses que de personnes et des choses qui me paraissent parfois aberrantes, parfois justes. Mais tu vois, j'allais avoir des réponses du type, moi, je fais de la qualité parce que mon client, il est content. Mais des fois, ton client, c'est un dev, il sait, enfin, il est pour moi pas capable de juger la qualité de ce que toi tu livres, il est juste content parce que ça marche, mais derrière ça peut être fait n'importe comment, il le sait pas. T'as des gens qui allaient me dire moi je pense que je fais de la qualité parce que mon code Terraform il est hyper clean. Mais à côté de ça, tu vois, il y avait des charts Helm côté cube, enfin tout n'était pas du Terraform. Et après, t'allais avoir des personnes qui te disaient moi je fais de la qualité parce que j'ai pas d'incident. Et en fait, j'avais plein de réponses différentes et je me suis dit c'est quand même fou, on est une boîte on est 30 techs qui faisons le même métier, on n'a pas la même définition de ce que c'est la qualité de notre métier. Alors je suis pas allée voir dans les autres corps de métier, tu vois, je sais pas si les menuisiers, ils ont tous une même définition de la qualité, mais moi je me suis dit important en termes de boîte qu'on s'aligne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu m'aurais posé cette question-là il y a 4 ans, j'aurais probablement répondu comme tout le monde, un truc un peu, en fait plutôt ma marotte à moi du moment. Et du coup, je me suis dit c'est important qu'en tant que boîte, justement, on sache répondre à cette question. Et donc moi, je vais te répondre, mais d'un point de vue Paddock, parce que j'y reviendrai, mais j'en ai fait un sujet ensuite dont j'aime bien parler, mais chez Paddock, en fait, la qualité, une infra de qualité, c'est une infra qui est ce qu'on appelle rose. Et en fait, rose, ça vient de résilient, de opérable, de sécurisé. Et le E, on n'a pas trouvé de. Ça pourrait être expérience de développeur, mais le plus parlant, c'est empowering. Donc en fait, nous, on s'est dit une infra de qualité, c'est une infra qui est résiliente, donc qui plante pas, quel que soit ton trafic, tes attaques potentiellement de sécurité, etc. C'est une infra qui est opérable. Donc, en fait, le jour où tu dois la modifier, ça te prend pas des semaines. T'es pas en train de tout casser si tu changes la taille de ta base de données, par exemple. Sécurisé, ça parle d'elle-même. Et empowering, c'est l'idée de se dire, on revient à les devs sont nos premiers utilisateurs, mais donc en fait, notre infra, elle doit aider les développeurs à
faire de la livrer de la meilleure qualité, donc du code sans bug et de manière rapide, donc avoir des CI qui mettent pas 3 heures à tourner, etc. Et donc en fait ça, tu vois, c'est quoi la qualité? Bah, je sais te répondre d'un point de vue Paddock, parce qu'on a fait l'exercice du coup moi j'ai commencé à proposer une définition. Alors je sais plus, au début je crois que j'avais un truc, c'était genre l'acronyme c'était SSL, je sais plus ce que ça voulait dire, mais après il y a eu Marceau, enfin, et donc c'est de définir un peu c'est quoi nos gros concepts de qualité. Ça, on se met d'accord dessus en tant qu'équipe technique, parce qu'en fait, si moi j'ai ma définition en tant que CTO, mais qu'elle est pas partagée par les équipes, bah franchement, elle sert à rien. Et une fois qu'on avait ces gros concepts, c'était de se dire, bah dans chaque concept, c'est quoi le critère? Et en fait, Rose, maintenant, c'est 100 critères. Donc je crois qu'il y en a, c'est pas tout à fait équitablement réparti, mais il y en a entre 20 et 30 dans sous chaque lettre. Et c'est des choses que tu vas pouvoir vraiment checker, quoi. Donc il y a des critères plus ou moins avancés. L'idée, c'est que tu dois pas être à 100 pour te dire mon infra elle est qualitative. T'as un certain score, mais ça nous permettait, nous, de se dire, OK, bah, cette infra-là, on en est content et elle est pas à 100, mais elle est OK. Et par exemple, on peut l'infogérer. En fait, cette infra-là, on a un énorme trou sur le sujet opérable. Il faut qu'on remonte la note. Et en fait, l'idée aussi d'avoir une note, c'est que un comex, tu vas lui parler de qualité d'infra, ça va pas lui parler. Si tu lui dis, en fait, toi, ton infra, elle est à 53 sur 100, le standard du marché, c'est 75, là, tu remets du tangible, entre guillemets, pour un public non tech sur ces sujets-là. Et du coup, tu vois, moi, aujourd'hui, chez donc Fairly Made, je saurais pas te dire ce que c'est notre définition de la qualité, parce qu'on a. Et ce qui veut pas dire qu'on fait pas de la qualité, mais ce qui veut dire qu'en fait, en tant qu'équipe, on s'est pas encore dit, bon, bah, nous, on considère que chez Fairly Made, on fait de la qualité si notre code, nos features, elles sont X, Y, Z, et ensuite, enfin, objectivement évaluer ça. Et tu vois, moi, ça me servira aussi en Comex pour dire, bon, bah, voilà, on peut regarder le nombre de bugs. Je pense que tu apprends une certaine partie. Tu apprends plein de choses en regardant tes bugs, mais tu n'apprends pas tout. Et puis les bugs, ça peut être hyper décourageant parce qu'en fait, le zéro bug, c'est quand même un état de l'art qui est très, très difficile à atteindre. Alors que si tu te dis, bah, petit à petit, j'augmente ma note de qualité, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait, c'est objectif à la fois challengeant et assez atteignable. Et donc ça, c'est un travail qu'on va être amené à faire, mais qu'on n'a pas encore fait parce que ça fait pas si longtemps que je suis là. Et comme on le disait, déjà, premier temps, c'est observer et voir si c'est de ça dont on a besoin. Ici Donatien, je fais une brève interruption dans votre écoute pour vous communiquer une info importante. Ce que vous écoutez actuellement est un extrait de la conversation complète que j'ai eue avec mon invité. Ici, on parle d'un sujet précis, tandis que dans la version intégrale, on parle aussi du parcours de mon invité, des défis rencontrés au moment clé de sa carrière, des compétences impliquées et surtout des apprentissages avec lesquels vous aussi, vous pouvez repartir. Je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors retenez la date, l'épisode complet sort la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous retiens pas plus longtemps, bonne fin d'écoute. Et à la semaine prochaine! Sur ce framework Rose du coup que vous établissez chez Paddock, Ouais. Comment vous faites pour le déterminer? Alors bah ça a été des des heures et des heures de travail. Donc je pense que premier truc, ce qui est important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui fasse une proposition. En fait, si tu te mets dans une salle et que tu te dises c'est quoi la qualité, franchement, tu vas perdre 3 heures parce qu'il y a des aficionados enfin tu vois, de sujets différents. Donc moi j'avais pris sur moi de me dire je propose une V1. Faut mettre zéro émotion dans ta V1 parce que t'es sûr que ça va pas être la version finale, mais t'as un point de départ. Et il y a des gens qui vont te dire, ok, bah moi je trouve que, tu vois, typiquement, je pense que dans ma V1, il y avait pas de notion d'empowering, d'expérience de développeur. Ils vont me dire, attends, mais en fait nous, enfin si on a tout ça qui est bien, mais que typiquement la CI elle met 1h30 à tourner, non, on fait pas de la qualité. Et donc en fait, petit à petit, tu t'alignes sur déjà ces grands concepts, et après nous on avait des responsables par lettre. Et donc là, c'était de se dire, ok, bah comment, si je veux être resilient perfect, il faut que j'ai fait quoi, que j'ai coché quoi comme critères. Et là, tu as ta liste de critères. Et après, tu décides ceux qui te semblent non négociables et ceux qui sont des must-have. Et on en a vraiment fait un outil, en fait. Tu vois, quand je te dis
ces critères-là, on avait au début on avait un Google Sheet, maintenant on a une web app qui fait ça, mais on avait un Google Sheet où par projet, chaque projet avait son rose, donc tu vois, par défaut, on faisait un audit et on mettait les critères, et après tu pouvais dire à ton client, tu vois, typiquement on est à 53, prochain sprint on veut passer à 56 parce qu'on va bosser sur ça et ça. Typiquement, on pense qu'il faut bosser sur la sécurité parce que vous êtes dans un domaine où c'est clé, et ça, on vous emmener à 100% de compliance sur la sécurité. Ou alors, ce que je te disais, aujourd'hui, votre plus gros problème, c'est les développeurs qui se plaignent de la CI qui bug tout le temps. Donc, en fait, on va travailler sur ces sujets-là, mais ça te donne des petits objectifs qui sont prenables effectivement à l'échelle du sprint ou de sprint, et une mesure qui te permet de parler à des non-tech. Ok. Donc la manière ensuite dont vous avez implémenté ces critères, c'était sur un Google Sheet et individuellement, enfin, je sais pas, c'était la personne qui était responsable de chaque lettre qui l'évaluait et qui Non, mettait une note. c'était le tech lead du projet qui avait ce Google Sheet et était responsable de mettre une note. La vision finale, c'est qu'il y a plein de checks que tu pourrais faire de manière automatisée, et c'est pas une personne. C'est ce que j'allais te demander, si ça avait été intégré de la CI ou un truc comme ça. Alors, peut-être que maintenant, oui, parce que là, ça fait, tu vois, 9 mois que je suis partie. Après, moi, c'est marrant parce que je viens, tu vois, du monde de la tech et du DevOps. Je trouve qu'il y a plein de moments dans les boîtes, on s'interdit de faire des trucs à la main en se disant, ah non, c'est pas scalable, c'est pas automatisable et on le fait pas. Résultat, on a juste pas de KPI. Parce que on se dit qu'il faut qu'on l'ait de manière automatisée, etc. Donc, des fois, je suis plus pour le mesurons et itérons, et le jour où ça deviendra vraiment pénible. Enfin, tu vois, un rose, ça se remplit, quand tu connais bien l'infra, ça se remplit très vite. Et donc, l'idée, c'était déjà de le mettre en marche, de l'éprouver, de est-ce que ça sert, et ensuite, tu mets des efforts de R&D, parce que finalement, tu vois, développer la web app, c'était un certain coût pour nous. Automatiser le check en CI, etc., l'avoir en CI, c'est encore un autre coût. Donc déjà, voyons si c'est utilisé quand c'est à la mano, et ensuite tu fais ton produit. Je sais plus, j'avais lu un article, mais il y a hyper longtemps où la personne disait MVP, c'est pas minimum viable product, c'est minimum viable process. Et en fait, tu testes déjà ton process et ce que ça sert, et ensuite t'en fais un produit, quoi. Ouais, et puis au début, c'est toujours do things that don't scale. Faut toujours commencer par quelque chose Exactement. que tu fais à la main, que tu itères, et une fois que tu te rends compte que là, le process, il fonctionne et qu'il est pertinent, à ce là, moment-là, tu le scales. Ouais, tu peux le scaler et automatiser. C'est quoi l'équilibre entre un haut niveau de qualité et la vitesse d'exécution? Parce que j'ai quand même l'impression que c'est antagoniste. Eh ben, pas tout à fait, je pense. Mais alors, attends, mon réflexe, c'est de te dire, pas tout à fait. Et après, je pense que là-dessus, tu vois, il y a un monde quand même entre l'infra et le dev. Parce que si tu fais une infra qui est pas qualitative, en fait, tu vas vraiment ralentir tes devs. Parce que, encore une fois, problème de CI, ou alors trop de bugs, d'incidents en prod, et ils vont passer plus de temps à débugger qu'à délivrer. Donc, je pense que là, le lien qualité de ton infra, rapidité des développements, pour le coup, il est assez trivial. Et d'un point de vue dev, en fait, pour moi, c'est que t'as une différence entre je mets en place un framework de qualité, et donc j'ai de la dette. Tu vois, si je considère que ce framework de qualité, c'est mon standard, j'ai de la dette à récupérer pour arriver à ce standard. Donc forcément, ça va te ralentir. Par contre, une fois que tu es à ce standard, ou si tu as commencé un projet à ce standard de qualité, ça veut dire que tu as mis des guidelines qui font que tu vas pouvoir, en fait, développer de la qualité naturellement. Et pour moi, c'est tout ça l'enjeu d'avoir un framework de qualité. Et tu vois, quand tu m'as parlé de qualité, je t'ai pas parlé de test coverage, de notes de SonarQube en CI, parce que c'est a posteriori. Et je pense que c'est bien, et c'est mettre des gateways, ça a du sens. Par contre, l'idée du framework de qualité, c'est plutôt de se dire en amont du développement, ça va être quoi mes guidelines pour que du premier coup, je code quelque chose qui soit de qualité. Et tu vois, si je devais faire rapidement l'exercice de se dire, par exemple, je pense que la partie opérable de Rose, elle est très intéressante dans le dev, et on l'appellerait plutôt un M de maintenable, mais c'est mon code peut être repris par n'importe qui de l'équipe, etc. Et c'est de base d'avoir des guidelines d'architecture de fichiers, d'architecture de classes, et comme ça, quelqu'un arrive sur un fichier qu'il n'a pas codé, il peut chercher ses repères parce qu'on s'est mis d'accord sur ses repères. Et en fait, ça va te demander du temps pour t'aligner.
ça va potentiellement te demander du temps de rework sur l'existant. Donc là, tu as ralenti ton delivery. Par contre, ensuite, c'est censé l'accélérer. Parce qu'une fois que tu as tout qui est harmonisé, bah, tu es plus facilement interchangeable. Tu te poses moins de questions quand tu commences une feature parce que globalement, tes 3-4 types de... Enfin, tu vois, tes 3-4 types de fichiers, tu vas savoir comment les architecturer, etc. Et donc, tu vas délivrer plus vite. Donc, je pense que tu freines pour accélérer, en fait. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.